Je ne lirai pas le second tome de la Passe Miroir de Christelle Dabos. Enfin, faut jamais dire jamais, mais il y a quand même peu de chances que je le lise. En fait, cette vidéo c'est à moitié un lire ou ne pas lire, à moitié un vlog, donc générique. Il y a des romans dont il est très dur de passer à côté. Les cartons qu'on voit sur toutes les têtes de gondole, les bouquins qui sont sur toutes les lèvres, ou les romans remis au goût du jour après une adaptation cinématographique, bonne ou moins bonne. La Passe Miroir de Christelle Dabos fait partie de la seconde catégorie, et un peu de la première chez certains libraires. Le booktube et la twittosphère littéraire en parlent beaucoup, et encore plus depuis la parution du 3e tome récemment. Et l'accueil qu'ils lui ont réservé est chaleureux, très chaleureux. C'est simple, j'ai rarement vu des sagas recevoir des éloges à ce point unanimes. C'est phénoménal, c'est le Harry Potter français. À un tel point que j'ai craqué, je l'ai acheté, et je l'ai terminé hier. Alors de quoi ça parle, la Passe Miroir ? La Passe Miroir est une tétralogie fantasy jeunesse. À l'heure où je vous parle, le 4e tome n'est pas encore sorti, donc la saga n'a pas encore livré sa conclusion. Le premier tome, Les Fiancés de l'hiver, sorti en 2013, a connu une parution assez originale, puisqu'il la doit au fait d'avoir été lauréat du concours du premier roman jeunesse, organisé par Gallimard, Télérama et RTL. Ouais, les auteurs envoyaient leur tapuscrit, et le meilleur se voyait édité, ce qui est super comme initiative. Mais on y reviendra après. Dans ce premier tome, on va suivre les déboires d'Ophélie, une jeune gardienne de musée qui habite une arche qui s'appelle Anima. Ophélie est une fille timide, un peu gauche, pas spécialement belle, mais dotée de facultés magiques intéressantes et originales. Elle peut lire le passé des objets en les touchant et ressentir l'état d'esprit de leur propriétaire de l'époque. Et elle peut voyager d'un miroir à un autre. Tout va à peu près bien dans sa vie, jusqu'au jour où elle apprend que sa famille projette de la marier à un homme, le dénommé Thorn de l'Arche du Pôle. Le mariage est arrangé et Ophélie est censée se rendre sur l'arche de son futur époux en vue d'y vivre et de lui donner de beaux enfants potelés. En bref, tout est réglé, sauf qu'Ophélie, elle est pas chaude à l'idée d'être mariée à un inconnu. Surtout que... De 1, le bonhomme vient d'une arche où on se les gèle, où les gens sont violents, et où des familles ourdissent complot sur complot pour le pouvoir, en usant de tout ce qu'elles peuvent, y compris les assassinats. De 2, le bonhomme n'est guère causant et ne semble guère réjoui à l'idée d'être marié non plus. Et de 3, ce mariage arrangé a surtout un bon air de prétexte à quelque chose d'autre, quelque chose de plus tordu. En bref, ça fleure bon la machination. On va donc suivre Ophélie dans l'arche de son futur époux, et découvrir avec elle les us et coutumes de cette contrée fort charmante et des personnages qui la peuplent. Bon, disons-le tout de suite, ce tome 1 n'est pas un mauvais roman, et d'ailleurs il aurait pas pu rencontrer un aussi gros succès si c'était une purge. J'ai trouvé plein de qualités, et notamment l'univers, qui est dépaysant au possible, qui est génial, qui est très original. Le principe des arches, par exemple, ces mondes coupés les uns des autres, avec chacun une thématique très forte, est une super bonne idée. Et si on ajoute à ça le côté un peu belle époque, plutôt pas mal renseigné, plutôt pas mal foutu, et aussi ce petit mystère avec un peu de surnaturel et de magie, toujours utilisé à bon escient, ça marche super. Même si certaines choses sont un peu gratuites à mon goût et sont juste là pour faire un peu magique, un peu gadget. Je pense à l'écharpe par exemple d'Ophélie qui est vivante et qui se comporte un peu comme un animal de compagnie. C'est sympa, bon c'est un peu ornemental quoi. Mais c'est sympa quand même. Ensuite, le style de Christelle Dabos est bon. Il y a peu de lourdeur, les descriptions sont assez efficaces, l'action est plutôt lisible, et le rythme est relativement bon. En bref, il y a les qualités formelles, il y a l'imagination, il y a l'univers, c'est cool. Bon. Avant d'attaquer ce qui m'a chagriné durant la lecture, j'aimerais quand même vite faire revenir sur l'étiquette roman jeunesse. Alors oui, ce roman peut être lu par un lectorat jeune, il n'y a pas de problème, mais à mon avis, c'est pas la cible qu'il vise, c'est pas le public auquel il s'adresse, c'est un roman fantasy, point barre, et donc je vais le critiquer en tant que tel. Pour moi, et je dis bien pour moi, il y a un sacré problème à ce premier tome. Les 565 pages que je me suis avalé sont 565 pages d'exposition. Ça va pas. J'ai le sentiment d'avoir lu une gigantesque scène d'intro, et je sais d'où ce sentiment vient. Il vient de 2 points problématiques à mon avis. Le personnage d'Ophélie et l'intrigue. Bon, attaquons avec le personnage d'Ophélie. Ophélie n'est pas un protagoniste agissant, c'est une caméra. En fait, le personnage d'Ophélie va nous permettre de découvrir ce qui se déroule dans les familles des 2 arches qu'on va découvrir. Hormis aux alentours de la page 230 environ, là où elle s'échappe et elle se promène toute seule pour ceux qui l'ont déjà lu, Ophélie ne prend jamais son destin en main, elle agit jamais, elle subit, tout du long.
Alors certes, elle influence un peu à sa manière le cours de l'histoire, parce que c'est à cause de son futur mariage que des événements vont survenir, et aussi à cause de ses pouvoirs, mais sinon, elle, personnellement, n'altère presque jamais le cours des événements. Alors qu'on attend d'elle, parce que c'est quand même le protagoniste de l'histoire, qu'elle utilise ses pouvoirs, ou en tout cas ses qualités de personnage, pour agir sur le cours des événements, quitte même à faire des grosses conneries, mais qu'elle fasse des trucs. Alors oui, vous allez forcément m'opposer un truc, vous allez forcément me dire qu'elle se comporte comme elle est caractérisée au départ, c'est-à-dire une fille un peu timide, qui bredouille, un peu gauche, pas affirmée. Mais le but, quand on construit un personnage comme ça, c'est de le voir s'affirmer au fur et à mesure de l'intrigue. Ou en tout cas, c'est de créer un contexte favorable à son émancipation, c'est-à-dire qu'elle agisse, quoi, la pousser à agir, et c'est là que ça devient intéressant. Donc moi j'ai attendu pendant tout le long du roman qu'Ophélie s'affirme. Alors de temps en temps, elle ose répondre à tante Bérénilde ou à son futur époux. Mais c'est plus de la résistance de façade, si vous regardez bien, qu'une vraie prise en main de son destin. À la rigueur, gardons Ophélie telle qu'elle est, timide, gauche, c'est même intéressant d'avoir un protagoniste comme ça, on est presque dans l'anti-héros, c'est cool ça. Mais dans ce cas-là, il y a un autre problème, et de taille, c'est que l'histoire, l'intrigue, ne permet pas au personnage d'Ophélie de s'illustrer. Je vais essayer de m'expliquer sans spoiler. On va dire qu'Ophélie a très peu de prise sur l'histoire, voire même aucune prise sur l'histoire, parce que les dangers qui la guettent la dépassent complètement. Ils sont trop dangereux pour elle, en fait, elle n'est pas équipée pour. Et donc, durant tout le moment, si on réfléchit bien, la meilleure stratégie qu'elle puisse adopter, c'est de se taire, de rester discrète, voire même invisible aux yeux des familles, et de laisser les autres faire. Parce que les autres personnages, notamment son futur époux, sont en meilleure position qu'elle pour triompher des obstacles. Désolé, hein, mais pour moi, faire une histoire dans laquelle le meilleur geste du héros, c'est de ne rien faire, c'est soit très conceptuel... Drôle de jeu, où pour gagner, il ne faut pas jouer. Soit une mauvaise idée. Et en plus, les adjuvants d'une histoire sont censés être des adjuvants, pas des sauveurs. Et voilà, si on réfléchit bien, en fait, les choix les plus lourds de conséquences que peut faire Ophélie, c'est simplement savoir à qui accorder sa confiance. Bon, je comprends tout à fait qu'on est dans le cadre d'une saga, et que donc Christelle Dabos garde des cartouches pour la suite. Et donc, l'émancipation d'Ophélie, et son rôle plus proactif dans l'histoire, va venir, on le sait très bien, on sent que ça va venir par la suite. Mais le tome 1 reste quand même une unité, et à partir de là, peut-être que beaucoup de gens vont aussi terminer le tome 1 et s'interroger pour savoir s'ils achètent le tome 2 ou pas. Et pour l'instant, on n'a pas eu d'action vraiment suffisante pour vouloir en savoir plus sur le personnage d'Ophélie et la manière dont elle va triompher de la suite. En tout cas moi, personnellement, et mon avis ne regarde que moi. Et on termine avec le dernier problème que j'ai. Moins grave parce qu'il prend pas vraiment beaucoup d'espace dans le roman, et heureusement d'ailleurs. C'est la relation Thorne-Ophélie. Bon, je vais devoir spoiler, donc si vous tenez à garder la surprise pour vous, intacte, dans ce cas-là, je vous invite à vous rendre au timecode que j'affiche ici. C'est bon, vous êtes prêts ? Je vais peut-être me planter, parce que j'ai lu que le premier tome. Et au fond, j'espère me planter, parce que ça ferait un bien fou à la saga. Mais la relation Thorne-Ophélie, c'est une romance, non ? C'est le schéma classique du bon, alors ils se piffent pas trop au départ, mais situation oblige, ils vont être obligés d'apprendre à se connaître, puis à se faire confiance, il va y avoir les premiers sentiments, mais là, hélas, mensonge ou traîtrise, ils vont perdre leur confiance, mais finalement ils vont la regagner et tomber amoureux. C'est ça ? Me dites pas que c'est ça. Bon, elle, au moins, c'est pas la nana canon et potiche, heureusement, on nous a préservé de ça, quoi. Mais lui, c'est le gars ténébreux et mystérieux à ce que je vois. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu forcé, et tellement mal amené que j'ai pas compris certaines scènes entre deux. Je pense notamment au chapitre qui s'appelle l'intendance, où le personnage de Thorne va éprouver un peu d'empathie pour elle, et va essayer de la sortir de ses tracas, etc. Et elle répète, en monologue intérieur, non il a pas le droit, non il a pas le droit, et elle termine par non il a pas le droit de tomber amoureux de moi. Ça veut dire quoi ça? C'est pas parce qu'on éprouve de l'empathie pour quelqu'un, qu'on démontre de la sympathie pour quelqu'un, qu'on est préoccupé par ses problèmes et qu'on veut l'aider, qu'on va tomber amoureux. Enfin... Parce que moi, tout ce que je vois dans ce chapitre, c'est que le bonhomme essaye d'être arrangeant, essaye d'être sympathique, et essaye, voilà, d'aider Ophélie parce que ses problèmes le préoccupent, quoi. C'est tout ce que je vois. Vous savez quoi, au fond? Bah, je suis un peu déçu parce que pour moi, il y avait un super matériel de départ pour faire une super histoire. Avec la même situation de départ, avec le même univers, avec les mêmes enjeux, il suffisait juste de changer un petit truc, non seulement pour régler tous les problèmes dont on a parlé, et puis pour rendre le truc vachement plus dynamique. Vous savez ce que c'est? Bon allez, je vous laisse deviner. Non? Bon. Faire de Thorne un antagoniste.
De 1, ça aurait cassé le schéma éculé de la romance, et donc original et imprévisible. De 2, ça aurait laissé de l'air au personnage d'Ophélie, et donc privé de son adjuvant / sauveur, elle aurait été obligée de prendre son destin en main, et donc de se battre, de s'affirmer. Et de 3, ça aurait peut-être empêché à ce roman de gagner le concours. Merde. Oui, je crains, hélas, qu'une intrigue plus originale aurait privé Christelle Dabos de cette superbe opportunité de ce concours jeunesse, et elle le mérite parce qu'elle a de super qualités, comme j'ai dit, au niveau formel, même au niveau création d'univers, etc. C'est une auteure douée. Mais je crains qu'avec ce genre de dinosaures que sont Gallimard et Télérama au niveau critique, il y a peu de chances qu'un produit très original puisse en émaner. Bon, je suis désolé, cette vidéo commence à se transformer un peu en billet d'humeur, je commence à ne plus être très objectif, et je suis même persuadé, au fond, que, par exemple, à l'intérieur de Gallimard, il y a sûrement des gens qui cherchent de l'originalité. Mais quand on organise un concours avec ces dimensions-là, forcément, il faut qu'il y ait un consensus entre plusieurs personnes pour décerner le prix. Donc, qui dit consensus entre des gens, dit forcément une approche consensuelle, et ils ne peuvent pas prendre de risques. Dans le cadre d'un concours comme ça, ils ne peuvent pas prendre de risques. Et moi, ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde parce que j'aimerais avoir tort, mais je le sens pas. J'aimerais qu'un jour, un auteur pas connu puisse sortir un bouquin original, pas que dans l'univers, mais aussi dans la démarche, aussi dans l'intrigue, aussi dans la dimension symbolique, par exemple, grâce à des concours tels que celui-ci, organisé par Gallimard, etc. En bref, qu'un jeune auteur vraiment original sorte d'initiatives de ce genre. Sauf qu'en ayant lu le premier tome de La Passe Miroir, bah je suis sceptique. Alors peut-être que Christelle Dabos va me coller une énorme baffe dans le tome 2. Parce que, au fond, je vais l'acheter le tome 2. Ouais, je vais l'acheter. Mais je l'attendrai au tournant. Donc l'avenir me le dira. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, n'hésitez pas aussi à donner vos avis, surtout s'ils sont très différents des miens. Je pense qu'il y aura beaucoup d'avis différents des miens, vu que ce bouquin a rencontré un franc succès. Alors n'hésitez pas à exposer vos avis, il n'y a pas de problème là-dessus, tant que ça se fait de manière cordiale, il n'y a pas de problème. Et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!